Bonjour à tous. Bienvenue pour ce webinaire, le troisième webinaire de Transacoi, donc sur un nouveau format, puisqu'aujourd'hui on a deux invités, et en l'occurrence, moi je ne vais pas trop intervenir. Donc la thématique, en effet, bah, vous le savez, donc dans les opérations de cession, acquisition d'entreprise, de levée de fonds, de transmission d'une manière générale, il y a des enjeux juridiques qui sont importants. Et donc, notre objectif, c'est de faire un point, en effet, sur ces enjeux, la manière de les gérer à la fois côté cédant, côté acquéreur, de manière à sécuriser les opérations de transmission au sens large. Donc, les sécuriser pour les deux parties. Et donc, on a souhaité, Transacoi, on a souhaité non seulement associer, mais inviter deux experts, donc deux avocats dont c'est le métier, donc deux avocats d'affaires qui sont en effet Gauthier Thierry et Anthony Guédon, donc qui vont pouvoir vous et nous renseigner, en effet, nous donner toutes les informations pour essayer de sécuriser au maximum ces opérations d'un point de vue juridique, puis au-delà de ça, nous expliquer comment ça marche d'un point de vue juridique, quels sont les enjeux. Donc voilà un petit peu le programme du jour. On va essayer de se contenir aux alentours d'une heure, ou en tout cas c'est comme ça qu'on a imaginé les choses. Ce que je vous propose, c'est en effet, donc vous allez le voir, on a déroulé un certain point à détailler. Ce que je vous propose, c'est ensuite de pouvoir évidemment terminer par des questions-réponses. S'il y a des points particuliers ou des choses qui n'auraient pas été suffisamment claires. Voilà, n'hésitez pas à intervenir. Évidemment, et donc maintenant je vais leur laisser la parole, mais merci évidemment à Gauthier et à Anthony donc, de nous apporter leur expertise en la matière. J'espère que ça sera en effet que ça va pouvoir aborder des points bien précis, bien concrets par rapport à vos éventuels projets. Donc, n'hésitez pas en tout cas à nous faire part, même sur le chat, hein, n'hésitez pas à vous faire part, si vous, nous faire part de vos questions, de vos interrogations, et on tâchera d'y répondre un petit peu plus tard. Donc voilà, donc schématiquement, encore une fois, et après je vais les laisser se présenter. On a articulé cette présentation sur quatre points. On va parler encore une fois du contexte général de reprise ou de cession d'entreprise. Dans un premier temps, est-ce qu'on parle de cession de titres, de fonds de commerce, d'actifs? Comment ça se passe et quels sont les enjeux vraiment différents qu'il peut y avoir en fonction du périmètre? Ensuite, on va parler évidemment d'audit juridique préalable parce que la partie audit, elle est importante, euh, encore une fois, pour l'acquéreur, mais encore une fois, aussi potentiellement pour sécuriser le savant. Dans un troisième temps, on va parler de la documentation juridique et on le sait, dans les différentes étapes d'un projet de cession ou d'acquisition, il y a un formalisme juridique qui est assez précis à respecter. Là, encore une fois, pour faire en sorte que les deux parties puissent arriver à terme dans de bonnes conditions. Et puis, dans une quatrième partie, évidemment, les questions-réponses et échanges. Donc voilà. Donc, je vais laisser, et je les remercie encore une fois, Gauthier et Anthony, je vais vous laisser vous présenter. On va y aller. Voilà. Gauthier, je te laisse commencer. Merci Pierre, bonjour à tous. Bon, tout d'abord, merci en effet à Transacoi et à toute son équipe et à Pierre pour cette invitation pour sur ce webinaire. Très rapidement pour me présenter, donc je suis avocat au barreau de Saint-Denis depuis bientôt 10 ans. Je vais fêter mes 10 ans de bar à la fin de l'année. J'ai donc mon cabinet qui s'appelle Thierry Avocat à Saint-Denis depuis un peu plus de 3 ans maintenant. Et donc plutôt dans les matières de droit des affaires, et dont les cessions d'entreprise. Voilà. Et j'ai le plaisir de partager le micro avec Anthony Guédon, mon confrère, que je laisse se présenter. Merci Gauthier et merci à Pierre pour cette invitation. Bonjour et bonjour à tous. Donc moi je suis Anthony Guédon, donc je suis le gérant du cabinet AG Avocat. Je suis avocat aussi depuis 10 ans, voilà, je les ai fêtés l'année dernière. Dans le même domaine d'intervention, hein, donc le droit des affaires. Donc droit des affaires,
c'est-à-dire tout ce qui touche à l'entreprise au sens large, donc le droit des sociétés, le droit commercial, le droit fiscal, voilà, c'est tout ce qui concerne l'accompagnement juridique du dirigeant. C'est donc le domaine dans lequel j'interviens également. Parfait, super. Ben, merci à vous. Sans plus attendre, donc on va embrayer. Peut-être pour commencer déjà, parce que c'est un sujet qui revient assez fréquemment, et nous on le voit chez Transac quand on a des gens qui viennent nous voir, soit des cédants, soit des acquéreurs potentiels. Qu'est-ce qu'on vend, qu'est-ce qu'on achète? Est-ce que c'est les titres? Est-ce que c'est le fonds de commerce? C'est déjà deux différences qui sont majeures, évidemment, et les enjeux derrière, d'un point de vue juridique, sont complètement différents. Donc déjà, est-ce que vous pouvez nous en donner quelques pistes? Gauthier, peut-être Oui, alors en effet, quand on dit je vends ma boîte ou je veux racheter une boîte, finalement, de quoi on parle? C'est un peu la question. Il y a deux grandes familles. Il y a ce qu'on appelle la cession d'actifs, et la plus connue d'entre elles, c'est la cession de fonds de commerce. Et de l'autre côté, on a la cession de titres, qui concerne donc la cession des titres de la société. Alors, sur la cession de fonds de commerce, qu'est-ce qu'on vend quand on vend un fonds de commerce? On vend on vend des éléments corporels et des éléments incorporels. Le corporel, c'est ce qu'on peut donc toucher, les équipements, le stock principalement. Et l'incorporel, ça va être par exemple le droit au bail, les contrats de travail qui vont être transférés, la clientèle, les éléments portant sur la propriété intellectuelle, s'il y a des licences par exemple, et l'ensemble des éléments numériques, le site internet, le nom de domaine, par exemple. Il faut savoir que sont exclus de la cession de fonds de commerce les dettes et tout ce qui est en rapport avec les emprunts, par exemple. Donc, si vous souhaitez vendre un fonds de commerce, mais même si la société a des dettes, vous allez vendre le fonds, donc l'actif, mais pas le passif, pas les dettes. Alors, pour avoir un exemple pour que vous compreniez, par exemple, si je vends, par exemple, un fonds de commerce de boulangerie, je vais vendre mon matériel, je vais céder avec mon fonds les salariés, le contrat de bail qui est attaché au fonds, et l'enseigne, la boulangerie chez Pierre, par exemple. Voilà, l'enseigne de l'entreprise. Donc l'acquéreur, il ne reprend que les actifs, mais pas le passif, contrairement à la cession de titre. Je fais une petite parenthèse. Quand on parle de cession d'actifs, principalement, on pense à la cession de fonds de commerce, mais ce n'est pas la seule cession d'actifs qui peut exister. Par exemple, là, dernièrement, moi, j'ai procédé à des cessions de portefeuille de clientèle. Ça peut être, par exemple, le cas pour des agents immobiliers qui, par exemple, auraient des mandants, et donc on va céder ce portefeuille de clientèle. Il en est de même, par exemple, dans le domaine de l'assurance, où on peut céder un portefeuille d'assurés. Donc là, c'est uniquement ce portefeuille-là qu'on va céder, sans les dettes, sans le droit au bail, etc. Mais ça constitue un actif de la société que l'on cède. Alors, la deuxième grande partie, c'est la cession de titres. Cession de titres, on en distingue deux. Il y a les parts sociales, donc c'est principalement quand on est en SARL, donc société commerciale, société à responsabilité limitée, et cession d'actions quand on est en SAS, société par action certifiée, ou SA. Bon, principalement à notre niveau à La Réunion, on a SARL, SAS. Les autres types de sociétés sont quand même c'est plus rare, en tout cas, qu'il y ait des cessions sur un autre type de société. Ici, contrairement à la cession de fonds de commerce, on va céder l'intégralité, c'est-à-dire les actifs et le passif. Si la société a des dettes, on rachète également les dettes. S'il y a un emprunt en cours, on reprend l'emprunt en cours. En fait, ce qui va changer, c'est l'actionnaire ou les associés. C'est cette personne qui va contrôler la société qui va changer, mais elle va reprendre toute la société. Donc, les éléments du fonds de commerce que j'ai cité tout à l'heure, mais également les dettes de la société. Alors, les deux procédures nécessitent forcément de rédiger des actes juridiques, mais ça ne sera pas forcément exactement les mêmes. Et surtout, dans la cession de titres,
on va demander au cédant de garantir ce qu'il vend. Et donc, pour le garantir, Anthony en parlera tout à l'heure, on va mettre en place ce qu'on appelle une garantie d'actif-passif. Alors, des fois, on peut garantir que l'actif ou que le passif, mais qui permettra à l'acquéreur d'être rassuré sur ce qu'il va racheter. Et si justement il n'achète pas ce qu'il pensait acheter, que le vendeur puisse l'indemniser, et ce dans un certain délai. Voilà les grandes distinctions, selon moi, entre cession d'actifs et cession de titres. Ce qu'on comprend quand même, c'est que globalement, la cession d'actifs, on reprend tout, et donc le risque est quand même plus important dans une Oui. cession de titres sur une cession d'actifs ou de fonds de commerce, où Mhm. finalement, on prend ce qui permet de faire fonctionner l'entreprise, mais on laisse de côté, en quelque sorte, ce qui appartient au cédant. Exactement. Quand je dis ce qui appartient, les dettes notamment. Mhm. Ok, d'accord. Parfait. Donc là, déjà, sur cette partie-là, en effet, c'est quelque chose qui est important. Ça veut dire que les enjeux derrière juridiques ne sont pas les mêmes. D'un point de vue aussi, peut-être, de la fiscalité, des considérations derrière. Anthony, est-ce qu'il y a des différences majeures? Comment ça se passe? Alors, effectivement, puisque on ne cède pas la même chose, il y a un régime juridique et fiscal qui va être différencié. Donc, si on reprend ce que vient de dire Gauthier, quand on vend le fonds de commerce, on ne vend que l'actif. La grande question, c'est les créanciers de ce fonds de commerce, qu'est-ce qui va se passer pour eux? Puisqu'on peut craindre que les créanciers ne soient pas payés, puisque c'est le vendeur qui reste chargé de ses dettes. C'est pour ça que le législateur a mis en place un mécanisme qui permet de protéger les créanciers, et c'est là la grande caractéristique de la cession du fonds de commerce, c'est lorsque l'on vend un fonds de commerce, le prix de cession ne va pas être tout de suite versé entre les mains du vendeur. Il sera d'abord séquestré auprès de la personne qui aura rédigé l'acte, donc soit parfois un notaire, mais de préférence un avocat, évidemment. Et donc, il sera séquestré pendant une durée qui sera d'environ 3 mois et demi, de façon à ce que les créanciers puissent demander à être payé par priorité sur ce prix de cession, puisque le repreneur, lui, les créanciers ne le connaissent pas, ils ne peuvent pas se retourner contre lui. Le prix de cession, il peut soit disparaître, il peut soit être insuffisant pour désintéresser tous les créanciers. Il y a donc une procédure qui a été organisée par le législateur. Le prix va donc être séquestré pendant un certain temps. C'est le principal élément différenciant entre la cession de fonds de commerce et la cession de titres. Dans la cession de titres, dès lors que la transaction est conclue, on règle le montant du prix de cession et on a ensuite un certain nombre de formalités de publicité à effectuer, mais on se retrouve en possession du prix quasiment de manière instantanée. Donc ça, c'est la principale différence et qui peut être, au-delà du contenu de l'actif et du passif, qui peut être un critère pour l'acheteur et le vendeur pour déterminer vers laquelle des deux formules on va s'orienter, puisqu'il y aura un délai qui sera bien plus important quand on sera sur une session de fonds de commerce. Dans les deux cas, donc il y a quand même des choses qui sont communes. Dans les deux cas, il y aura des formalités de publicité à faire. Donc il y aura des déclarations aux impôts à faire, il y aura des annonces légales à faire, il y aura des publicités au greffe du tribunal de commerce et donc au BODAC à effectuer. Bon, on ne va pas forcément rentrer dans tous les détails Non. aujourd'hui, voilà, mais il faut savoir que par exemple, quand on fait une cession de titre, eh ben, il va falloir mettre à jour les statuts de la société, il va falloir changer le nom du gérant de la société. Voilà, donc il y a un certain nombre de formalités qui sont par contre indispensables à faire pour rendre cette cession opposable aux tiers. Donc aux tiers, c'est-à-dire à tout le monde, aux créanciers, aux débiteurs, à l'administration fiscale, enfin voilà, à tout le monde. Lorsque ces opérations sont faites, il faut prévenir toutes les parties prenantes. Dans ces opérations, il y a évidemment un aspect qui va beaucoup vous intéresser, c'est l'aspect fiscal. On a
principalement deux types de fiscalité qui vont se mettre en marche dans une session. Le premier, ce sont les droits d'enregistrement, les droits de mutation. On peut faire, vous verrez, on pourra à certains moments faire des parallèles entre les cessions d'entreprise et les cessions immobilières. Les droits d'enregistrement, c'est ce que dans une cession immobilière, on va appeler les frais de notaire, qui sont en fait pas des frais de notaire, qui sont des frais de mutation qui sont reversés à l'État. Là, il y a une assimilation, en gros, du régime entre la cession du fonds de commerce et la cession des parts d'une SARL ou EURL. En dessous de 23 000 euros, on ne paye rien. Entre 23 000 et 200 000 euros, on paye 3%. Au-delà de 200 000 euros, on paye 5%. Ça, c'est des éléments qui sont à la charge de l'acquéreur. C'est important d'y penser quand on va calculer son budget, puisque ça peut représenter quand même un élément financier assez important. Et le but du vendeur, c'est après de dégager une plus-value. Là, c'est le deuxième étage de la fiscalité qui intervient. La plus-value, elle est taxée de plusieurs façons. Alors, je ne sais pas si on a le temps de rentrer dans le détail, parce que là, Ouais, non, peut-être pas dans le détail. c'est quand même assez compliqué. Ouais. En gros, il faut savoir que vous avez des possibilités, une plus-value elle sera taxée par défaut dans une société AIS à ce qu'on appelle la flat tax, donc 30%, que vous pouvez choisir de réintégrer dans votre impôt sur le revenu. Donc là, en fait, il y a des études à faire. Le message qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des études à faire sur le régime fiscal qui est intéressant de retenir pour votre opération. Et il y a aussi tout un tas d'exonérations possibles suivant votre situation. Des exonérations pour durée de détention, des exonérations pour départ à la retraite. Donc, chaque situation est unique pour le vendeur. Et donc là, il y a vraiment besoin de se faire conseiller pour savoir quelle exonération vous est ouverte et comment la mettre en œuvre, il faut expressément indiquer à l'administration fiscale qu'on souhaite bénéficier de telle ou telle exonération. Il n'y a jamais rien d'automatique en la matière et c'est surtout ça qu'il faut retenir. OK. Merci Anthony. Juste pour finir avec peut-être cette partie-là, moi ce que je retiens et ce qui peut intéresser aussi, c'est de savoir que d'une part sur la valorisation de l'entreprise, quand on parle valorisation, soit des titres, soit du fonds de commerce, c'est pas du tout la même chose dont on parle. Donc moi j'ai toujours l'habitude de faire le parallèle avec une voiture. Quand on vend un fonds de commerce, on vend le moteur et quand on vend des titres, on vend la voiture en entier. Donc, c'est évidemment pas les mêmes engagements derrière, donc pas forcément la même valeur. La voiture, la carrosserie, elle peut être rouillée ou au contraire, elle peut être en super état et rutilante, auquel cas, il faut peut-être mieux acheter la voiture avec et la carrosserie avec. Mais encore une fois, il n'y a pas de solution toute faite et la fiscalité peut avoir un impact. Donc ça, c'est un point important. Et puis, l'autre point, en effet, c'est que, en fin de compte, mais ça revient à dire ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de meilleure solution. Encore une fois, je pense que c'est vraiment en fonction du contexte de l'acquéreur et du cédant. Et bon, évidemment, il faut tomber d'accord ensuite. Mais chacun peut avoir un intérêt, soit à acheter des titres, soit à vendre un fonds de commerce. Et c'est là où il faut que les parties puissent se rencontrer. Mais ça veut dire que tout ça, ça doit être pesé, en effet. Et évidemment, la partie juridique et fiscale derrière, elle a un impact. D'où l'intérêt, notamment, en effet, de travailler avec des professionnels qui peuvent quand même largement orienter sur ce point-là. Ok, ok. Donc ça, déjà, cette partie-là paraît beaucoup plus claire. On va peut-être passer à la deuxième partie qui concerne notamment les audits, parce que c'est une partie qui est évidemment fondamentale aussi dans le cadre d'une acquisition, alors d'une cession aussi, mais d'une acquisition de l'entreprise, puisque on n'achète pas que des chiffres. On achète une entreprise qui fonctionne, on achète un outil de travail, encore une fois, on achète un moteur ou une voiture et il va peut-être falloir examiner un petit peu, ouvrir le capot pour voir ce qui se passe dedans. Et là, évidemment, ben, il y a un aspect juridique dont vous allez nous parler rapidement. Alors, on a identifié trois principales thématiques. Peut-être déjà l'audit des contrats. Donc, je crois que Gauthier va pouvoir nous en dire quelques mots. Oui, tout à fait, Pierre. Alors, juste pour revenir en propos introductif, il faut savoir que cet audit, il peut se faire et il doit, à mon avis, se faire des deux côtés. C'est-à-dire, pour le vendeur, il doit auditer sa société avant de vouloir la vendre. Pourquoi? Pour la rendre la plus belle possible. Moi, j'ai une expression qui revient, c'est faire belle la mariée. C'est-à-dire, il faut auditer sa société
Et s'il y a des problèmes de conformité, mettre en conformité avant de vendre. Parce que nécessairement, si ce n'est pas fait avant la vente, votre potentiel acquéreur mettra le doigt sur les choses qui ne vont pas et demandera nécessairement une diminution du prix ou même ne voudra pas acquérir. Donc, il faut bien se dire que l'audit doit être fait côté vendeur et bien sûr aussi côté acquéreur pour vérifier qu'il n'y a pas de loup et que ce qu'on achète soit sérieux et quand même une entreprise qui tourne et qui est bien tenue. Alors, d'abord, on va regarder les contrats. Alors, quand on dit contrat, en fait, de quoi parle-t-on? Qu'est-ce qu'il faut regarder? Moi, j'ai noté 7 points. Je vais y revenir très rapidement. Alors, d'abord, les contrats clients et les conditions générales de vente qui permettent de voir, en fait, à quoi ressemblent les contrats en cours avec les clients, quelles sont leurs durées, les conditions tarifaires. Est-ce que le contrat peut être résilié facilement ou est-ce que le client va être tenu sur la durée? Quelles sont les conditions de renouvellement? Parce qu'aujourd'hui, il y a des contrats, mais demain, si on change de dirigeant, est-ce que les contrats vont se renouveler? Il faut regarder tout ça pour voir un peu la pérennité des contrats et également voir si, alors là, je parle plus des conditions générales de vente, s'ils sont bien conformes avec le code de commerce et également conforme avec le code de la consommation. Car si votre clientèle, c'est des particuliers, il faudrait être conforme avec le code de la consommation qui met pas mal de contraintes hein, pour le professionnel qui vend un service. Et donc, il faut être conforme pour éviter qu'il y ait peut-être certaines clauses qui soient considérées comme abusives. Et dernier point sur les contrats, alors là, c'est plus sur la globalité du nombre de contrats clients, voir s'il n'y a pas des clients qui prennent une part trop importante dans le chiffre d'affaires et où il pourrait du coup y avoir une dépendance économique vis-à-vis de ce client. Et si demain, ce client part, bah, la société, finalement, elle n'a plus beaucoup de valeur. Donc, c'est des points à regarder. Il y a aussi les contrats fournisseurs à regarder, donc vos partenaires d'entreprise. Il va falloir regarder un peu la même chose. Le prix, les modalités de paiement, quelles sont les obligations de chacune des parties. Et même chose très importante, voir s'il n'y a pas des risques de dépendance économique. Si un fournisseur vous lâche du jour au lendemain, il faut bien vérifier du coup que le contrat soit bien carré et protecteur pour les intérêts de l'entreprise que vous souhaitez éventuellement reprendre. À côté de ces contrats clients et contrats fournisseurs, on a des contrats un peu intermédiaires que moi j'appelle les contrats de partenariat, alors qui peuvent être des partenariats stratégiques ou de distribution, qui n'ont pas forcément un aspect vraiment économique au sens pur du terme et qui auront un impact sur le chiffre d'affaires. Par contre, sur le business en général, dans votre organisation, ça peut avoir un impact. Donc, ça sera important de regarder stratégiquement comment sont ficelés ces contrats de partenariat. Autre élément déterminant à regarder lors de l'audit des contrats, ça va être les contrats de location et notamment les baux commerciaux. Alors, moi, par exemple, précédemment, là, j'avais une société qui voulait qui était sur le point de se vendre. Et au cours de l'audit, l'acquéreur a vu que le bail commercial se terminait 6 mois après. D'ailleurs, c'était un dossier avec Pierre, je ne sais pas si tu te souviens. Et on avait mis dans les conditions suspensives lors de la vente que le bail devait absolument être renouvelé. Imaginez, vous rachetez un fonds de commerce, mais vous savez que dans 6 mois, vous n'avez plus de local. Forcément, ce n'est pas une bonne affaire. Et donc, il faut s'assurer que dans la durée, vous allez pouvoir conserver votre local. Ça, c'est la première chose. Et après, voir quelles sont les charges, les clauses liées à la résiliation éventuelle et vos obligations en tant que futur locataire de ce local. Le cinquième point, les contrats de financement. Donc là, vous avez bien compris, je parle uniquement des cessions de titres, hein, puisqu'on a vu que dans les cessions de fonds de commerce, on ne reprenait pas les emprunts. Mais donc, si vous rachetez les titres de la société, quelles vont être vos obligations vis-à-vis des établissements bancaires? Bon, bien sûr, le montant du crédit, mais aussi vos obligations, les modalités de remboursement. Si j'en sais rien, par exemple, vous voulez faire un remboursement anticipé, est-ce qu'il va y avoir des pénalités?
et les risques associés à la dette. Est-ce qu'il y a un engagement de caution qui va devoir être pris par le futur gérant? Ce genre de choses doit être vérifié pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Plus généralement, il faudra regarder s'il n'y a pas dans tous les contrats que j'ai cités préalablement, des contrats qui pourraient être litigieux ou dangereux potentiellement et qui pourraient ouvrir à des contentieux. Est-ce que votre vendeur vous informe que il y a des discussions avec un fournisseur et peut-être que ça va partir dans le tribunal? Ou est-ce qu'avec un client, vous avez des problèmes récurrents de recouvrement de créances? Il faut analyser ces contrats litigieux et cet audit des contrats litigieux vous permettra, si vous êtes acquéreur aussi, de peut-être négocier le prix ou de mieux négocier votre garantie d'actifs et de passifs. Le dernier point sur l'audit des contrats, c'est pas celui que je préfère, mais il faut quand même le regarder, c'est sur la propriété intellectuelle et le RGPD. Si votre activité qui doit se vendre est assise sur des contrats de propriété intellectuelle qui sont déterminants pour l'entreprise, ça va être très important de regarder un peu comment ils sont ficelés. Donc les contrats de licence, accords de confidentialité sur la propriété intellectuelle, la durée des droits d'exploitation, par exemple. Et là, si ce n'est pas purement votre domaine et que vous souhaitez reprendre une activité où l'impact de la propriété intellectuelle est fort, il faut, à mon sens, et c'est obligatoire, aller voir un avocat spécialisé en propriété intellectuelle parce que voilà, c'est très technique et il faut aller voir un spécialiste dans ce domaine-là. Donc, vous l'avez compris, l'audit des contrats, c'est important côté acquéreur et côté vendeur. Ça permet d'évaluer les risques et les opportunités liées à la potentielle acquisition. Alors, vous allez me dire, mais il y a un contrat dont je n'ai pas parlé. Eh oui, c'est le contrat de travail. Mais donc, tout ça, à mon avis, ça fait partie d'une partie à côté, c'est l'audit social. En premier lieu, donc en effet, il faut regarder comment sont gérés, sont organisés les contrats de travail. Il va falloir s'assurer que ces derniers sont conformes. Alors, conformes à quoi? En premier lieu, avec le Code du travail, vous en doutez bien, mais aussi avec la convention collective. S'il y a une convention collective applicable dans l'entreprise, il va falloir l'étudier et mettre les contrats à côté et voir si on est bien en conformité. Et aussi regarder les usages. Alors, les usages d'entreprise, ils ne sont pas forcément formalisés par écrit, mais il va falloir essayer de comprendre comment la paye, par exemple, du salarié est organisée. Est-ce qu'on a des primes? Est-ce que ces primes sont exceptionnelles? Est-ce que c'est des commissions? Voilà, ça, sur les aspects rémunération, c'est un aspect à prendre en ligne de compte pour ne pas avoir, encore une fois, de mauvaises surprises. Autre point, à mon sens, qui est déterminant lors de l'audit des contrats de travail, c'est le temps de travail, et notamment les contrats à temps partiel, parce qu'il y a un risque très important sur une éventuelle requalification d'un temps partiel en temps plein, mais également la gestion du temps de travail sur les heures supplémentaires. Est-ce que les salariés font des heures supplémentaires? Si oui, est-ce que c'est bien validé en amont par l'employeur? Est-ce que ces heures supplémentaires sont bien payées et si oui, au bon tarif? On a également la problématique, alors là c'est plus pour les cadres, du forfait jour. C'est des clauses un peu pièges dans les contrats de travail qui nécessitent la mise en place de garde-fous et qui très souvent ne sont pas mises en place. Le risque, si vous avez dans l'entreprise que vous souhaitez racheter des cadres au forfait jour, mais que ces forfaits jours ne respectent pas la législation, le salarié pourrait éventuellement demander que toutes les heures réalisées au-delà de 35 heures soient payées en heures supplémentaires. Donc, ça peut être des risques de contentieux colossaux. Et donc, il faut s'assurer que tout ça est bien dans les clous pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Au-delà des contrats de travail, il y a d'autres aspects RH à regarder et des aspects aussi réglementaires. Quand je parle de réglementaire, je vais vous parler des règles en matière de sécurité et de santé au travail. À titre d'exemple, est-ce que les salariés ont bien réalisé la visite médicale obligatoire auprès de la médecine du travail? Est-ce que votre entreprise détient bien un document unique d'évaluation des risques professionnels qui est obligatoire, mais que très peu font, malheureusement. Et ça peut être sanctionné assez lourdement en cas de contrôle
de l'inspection du travail, la médecine du travail ou de l'URSSAF. Autre point aussi qui est souvent méconnu ou oublié, la mise en place du règlement intérieur. Dès qu'il y a 20 salariés ou plus, il y a une obligation de mettre en place un règlement intérieur, donc qui va fixer les règles de l'entreprise. C'est déterminant, d'une part, s'il y en a un, à le lire et le comprendre, et s'il n'y en a pas, alors qu'il y a plus de salariés, plus de 20 salariés, de le mettre en place. Pareil pour les entreprises de plus de 10 salariés. Normalement, il y a une obligation de mettre en place ce qu'on appelle le CSE, Comité social et économique. Il va falloir vérifier si c'est bien mis en place et examiner les relations qu'il y a donc, entre l'employeur et ce CSE pour détecter éventuellement des revendications potentielles de cet organisme donc, qui représente les salariés. En cas d'achat de sociétés d'un peu plus grande importance qui seraient partie d'un groupe ou même le rachat d'un groupe avec différentes filiales, j'attire votre attention sur le fait qu'il faudra regarder les avantages qui sont offerts à chaque salarié de chaque filiale, puisque potentiellement, il peut y avoir un risque à ce que si la notion de groupe est reconnue, tous les salariés bénéficient de ces mêmes avantages. Ça peut également, j'en ai fait l'expérience dans certains groupes de sociétés, coûter très cher. Je prends un exemple. Vous rachetez un groupe avec 3 filiales. Dans seulement une filiale, il y a le paiement d'un 13e mois. Du jour au lendemain, il y a une revendication syndicale et les autres filiales demandent aussi à ce que leurs salariés puissent avoir un 13e mois. S'il doit y avoir un rappel de paiement de 13e mois à hauteur de la durée de prescription, c'est-à-dire 3 ans, imaginez que ça peut chiffrer à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc voilà, les usages et les avantages dans chaque filiale devront être analysés avec beaucoup de précautions. Autre point, bon, ça vous vous en doutez, mais bon, parfois on n'arrive pas à avoir l'information, c'est les risques prud'homaux liés au personnel. Donc il faudra identifier ici si d'une part il y a des litiges en cours ou s'il y a des litiges potentiels. Donc pour ça, voir lorsqu'il y a eu en général donc plutôt un départ de salarié, parce que le contentieux c'est plutôt suite à un départ de salarié, voir quel a été le contexte de ce départ, rupture conventionnelle, licenciement, est-ce que c'est une faute grave, est-ce que le motif du licenciement vous paraissait sérieux, pour anticiper un éventuel risque de contentieux et déterminer qu'est-ce que ça pourrait coûter à la société. Mais là encore, en tout cas dans le cadre de cession de titres, on va mettre des garde-fous, à savoir la garantie de passif sur les risques, sur le risque prud'homo. Enfin, dernier élément à regarder lors de cette audit social, il est un peu plus de l'ordre du subjectif. Ça va être la culture d'entreprise, voir un petit peu comment sont traités les salariés et quels sont les avantages qu'on pourrait donner, mais de manière un petit peu enfin un peu moins transparente, en tout cas au niveau formel, et voir un peu quel serait le climat général de l'entreprise, la relation entre les salariés. Et sur le plan organisationnel, essayer d'obtenir un organigramme pour comprendre comment fonctionne l'entreprise, quels sont les rôles de chacun. Et pour ça, donc là, se référer à des documents contractuels, mais qui n'existent pas toujours. Mais à ce moment-là, il faudrait pourquoi pas les demander. Des fiches de poste pour comprendre qui fait quoi dans cette société. Et vous, en tant que repreneur, si c'est le cas, comment vous allez pouvoir vous imbriquer dans cette organisation, peut-être pas seulement en qualité de gérant, mais aussi si vous avez des fonctions plus opérationnelles. Voilà ce que je souhaitais vous dire sur l'audit des contrats et l'audit social. Et je laisse la main donc à Anthony sur la question de l'audit du droit des sociétés. Juste un petit point avant de laisser Anthony, mais parce que ça me paraît nécessaire vraiment d'insister là-dessus, que l'on soit sur une acquisition de fonds de commerce ou de titres, de toute façon, on reprend la totalité du personnel, donc notamment toute la partie sociale, elle est indispensable dans les deux cas.
À part en effet les audits tout à l'heure dont tu parlais, c'est-à-dire les audits liés aux emprunts, puisqu'on l'a dit depuis le début, si on reprend un fonds de commerce, on ne reprend pas les emprunts, auquel cas, en effet, ça ne nous intéresse pas. Mais pour la quasi-totalité des autres audits dont tu as parlé, et notamment j'insiste sur l'aspect social, parce qu'encore une fois, c'est ce qui fait la valeur d'une entreprise, c'est ses ressources humaines, c'est le fonctionnement, c'est les habitudes, c'est le respect de la convention collective. Enfin voilà, on sait très bien que c'est ça qui fait tourner une boîte. Donc concrètement, cette partie-là, elle est vraiment centrale. C'est pas forcément la plus rigolote pour un repreneur d'entreprise, pour parler un peu vulgairement, c'est-à-dire il va sans doute souvent se réfugier vers des chiffres, mais la partie sociale et ressources humaines, elle est pour autant hyper importante. Peut être porteuse aussi de risques, et c'est elle, à l'inverse, qui peut faire la pérennité de l'entreprise. Donc c'est vraiment fondamental. Voilà, c'était encore une fois, l'expérience que nous, on peut avoir sur Transacoi, où on sait que c'est souvent un volet qui est capital. Donc voilà. Et donc, en effet, maintenant, Anthony, je te laisse. Oui, alors juste sur cet aspect-là, je voudrais juste rajouter un petit point d'attention dans la reprise, euh, notamment quand on fait une session de titres, donc on récupère tous les contrats, mais un point très important à vérifier dans les contrats, il y a une clause qui va stipuler qu'en cas de changement de majorité dans la société qui est titulaire du contrat, le contrat serait résilié. Voilà. C'est une clause qu'on peut rencontrer fréquemment, notamment dans des contrats comme des contrats de franchise, voire certains dans des contrats de financement. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir anticiper puisque ça peut avoir des conséquences évidemment très importantes sur le fonctionnement de l'entreprise. Ok, on a une petite question avant de laisser enfin la parole à Anthony sur la cession de fonds de commerce. Quid des dettes sociales? Gauthier, rapidement. Alors, les dettes au sens large, normalement, ne sont pas reprises. Voilà. Après, encore une fois, ça suppose que les contrats soient bien faits au moment de la cession. Alors, juste, Ouais. dette sociale, on Ouais. parle de quelle dette sociale? Si on parle des dettes C'est sociales, quoi? Charge sociale? Alors, Ou c'est la, quoi? la Oui, question, en fait, Auprès de la caisse de sécurité sociale? exact. En fait, si on, tout à l'heure, on a dit en session de fonds de commerce, on reprend les salariés. Donc, du coup, les dettes Oui. sociales liées à ces salariés-là, elles sont rattachées au fonds de commerce? Non, hein, oui. Alors, si on parle de dettes, enfin des charges sociales qui seraient impayées, ça, c'est Mm. repris. Ok, voilà, voilà. Anthony, à toi? merci. Allez. alors, on va parler de quelques aspects, donc aussi d'audit de droit des sociétés. Donc là, on se place dans l'hypothèse, évidemment, où on a affaire à une cession de titres. La société, elle va être organisée autour de plusieurs documents. Le document le plus important, le document de base qui régit le fonctionnement de la société, ce sont les statuts. Les statuts peuvent prévoir un certain nombre de règles qui vont s'appliquer en cas de cession. Notamment, alors là, on parle de l'hypothèse où on serait tout seul dans sa société à vouloir vendre ses parts, mais ce n'est pas forcément le cas. On peut avoir un associé, notamment un associé minoritaire, qui acceptera de vendre ou pas. Mais il y aura à ce moment-là des choses à vérifier avec lui. Première chose, c'est l'existence de clauses d'agrément. Quand on a plusieurs associés, quand on souhaite vendre ses parts sociales à quelqu'un d'extérieur à la société, la plupart du temps, les clauses d'agrément se limitent aux cessions à des tiers, et bien, il va falloir obtenir l'accord de tous les associés pour pouvoir réaliser cette cession. On peut aussi avoir, alors parfois on les met directement dans les statuts, la plupart du temps on les met quand même souvent dans un autre document dont on parlera tout à l'heure, mais on peut avoir des clauses de préemption, donc c'est-à-dire vous avez deux associés, vous êtes à deux dans votre société, vous voulez vendre vos parts, mais en fait
votre associé a priorité pour racheter vos parts à la place de l'éventuel acquéreur que vous auriez trouvé. Donc ça, il faut évidemment l'anticiper, il faut avoir purgé cette question-là avant d'aller plus loin dans la session. On peut aussi, notamment dans les SAS, avoir des clauses d'inaliénabilité temporaire des actions. Ça, il faut y faire aussi attention. Si on est dans la phase pendant laquelle on ne peut pas céder les actions, et ben on ne peut pas. Voilà. Donc ça, ce serait un motif de remise en question de la transaction. Donc bien faire attention dans les statuts que l'on n'ait pas de clauses qui viennent limiter la possibilité soit d'aliéner, soit de limiter la personne à qui on peut aliéner. Deuxième document qui vient souvent compléter ces statuts, c'est ce qu'on appelle le pacte d'associés. Alors, pacte d'associés ou pacte d'actionnaires, suivant qu'on est dans une SARL ou dans une SAS. L'objet du pacte d'associés, en grande partie, ça va justement être d'aménager de manière beaucoup plus précise les modalités de cession des parts quand on a plusieurs associés ou plusieurs actionnaires dans une société. Et donc là, il va falloir se reporter au pacte. Donc quand on est côté cédant, il va falloir ressortir le pacte que généralement on aura signé au début et qu'on aura laissé dans un tiroir. Et là, c'est le moment de regarder quelles sont les règles qui peuvent s'appliquer. Et quand on est côté repreneur, il faut évidemment demander s'il y a un pacte qui a été conclu entre les cédants pour s'assurer qu'il n'y aura pas après de risque de remise en question de la cession. Les clauses les plus fréquentes qu'on peut rencontrer, bah, c'est donc la fameuse clause de préemption. Si l'un des associés veut céder, un autre des associés pourrait préempter. Donc, si on est côté repreneur, on va se retrouver, entre guillemets, dépossédé de ce projet de cession. Il peut y avoir quelque chose qui ressemble un petit peu, c'est la clause de préférence. Si on veut céder, on doit d'abord proposer aux autres associés. Et puis, enfin, on peut avoir, et ça, c'est plutôt quelque chose qui vont être des clauses qui vont aider le cédant qui aura des minoritaires qui seraient un peu réfractaires. On va avoir des clauses, ce qu'on appelle les drag-along ou tag-along, qui permet quand on a un acquéreur qui voudrait acheter l'intégralité de l'entreprise, mais qu'on a un minoritaire qui est réfractaire, qui lui ne veut pas sortir, et bien, si on a ce pacte qui permet en fait de forcer le minoritaire à sortir aux mêmes conditions. Donc ça, il faut bien regarder quelles sont les clauses du pacte d'associés. Et comme je le disais tout à l'heure, souvent on a tendance à l'oublier, on le signe au moment où on s'associe et après on n'y pense plus. Mais il faut vraiment s'y reporter puisqu'en fait c'est votre guide, votre mode d'emploi pour réaliser la cession qui est envisagée. À côté de ça, au niveau conformité, il y a un certain nombre de choses à vérifier, notamment reprendre la documentation juridique qui a été faite dans toute la vie de la société. Et donc là, ça va être principalement les procès-verbaux d'Assemblée générale. Donc, se faire communiquer ou vérifier le contenu des PV d'AG. Donc, vérifier qu'il n'y a pas de décision alors déjà, vérifier qu'ils existent, c'est la base, qu'ils existent, qu'ils ont été déposés au greffe du tribunal de commerce, puisque c'est une obligation légale, et vérifier eh bien, notamment que tout ce qui est indiqué à l'intérieur correspond bien à ce qui est retranscrit dans la compta, que la rémunération des gérants est bien approuvée, que les dividendes ont été régulièrement versés, qu'ils ont été rappelés. Donc là, on a des choses qui sont très formelles. Vérifier que toutes ces formalités ont été respectées. Et donc j'en profite, dernier point, je parlais des dividendes. Ça, c'est quelque chose qui rentrera éventuellement dans la négociation pour la suite. Donc ça permettra de faire peut-être la transition avec la prochaine partie. S'il y a des dividendes qui ont été décidés par l'Assemblée générale et qui n'ont pas été payés, qu'est-ce qu'on fait? Donc ça, c'est un point de négociation et donc que l'on doit notamment figer dans les documents juridiques que l'on va devoir négocier par la suite. Donc
ça nous amène Ok. vers la partie suivante. Ouais, ça nous amène surtout à dire que au niveau juridique et notamment la partie audit, elle est quand même fondamentale et que notamment si on fait l'acquisition de parts sociales ou d'actions, encore une fois, quel que soit le statut, qu'à mon sens, et nous on le voit, hein, il y a vraiment une nécessité à se faire conseiller et aider et accompagner, tout simplement parce que ça touche à des documents qui, quelquefois, pour le, entre guillemets, le commun des mortels, sont pas forcément extrêmement lisible. Et pour un acquéreur, les conséquences peuvent être importantes si on acquiert sans s'assurer en effet que qu'on a pris toutes les dispositions pour être tranquille demain. Donc non, non, c'est important. En Alors, effet. juste, je Cas me permets où, juste d'intervenir sur. Moi, j'ai déjà vu dans des dossiers, en effet, il y a les PV d'Assemblée générale, très bien, mais derrière, les formalités n'avaient pas été faites. Donc, il faut aussi penser à vérifier si au tribunal de commerce, les formalités ont bien été faites et si le CABIS est bien à jour de ces assemblées générales. Parce que tenir les assemblées générales, c'est bien, mais si on ne fait pas les formalités, c'est comme si on n'avait rien fait. oui, tout à fait. OK. Alors, je mentionne aussi une autre obligation, mais là, je crois qu'on fait toujours l'impasse, puisque je ne sais pas qui le fait encore. Toutes ces assemblées générales doivent être reportées dans le registre des PV. Voilà. Donc ça, je ne sais pas qui les tient encore. Théoriquement, il faudrait le faire. Alors, il faut savoir aujourd'hui, il y a des formules pour le faire de manière électronique et qui sont Tout à très fait. bien faites et qui permettent d'être en conformité. Donc ça, c'est un point sur lequel, on va dire, il y a assez peu d'enjeux. En revanche, là où il peut y avoir un vrai enjeu, ce sont dans les SAS qui sont tenus de tenir un registre des mouvements de titres, Mhm. puisque l'identité des actionnaires n'est pas forcément mentionnée dans les statuts. Et là, donc, ce qui fait foi de votre qualité d'actionnaire, c'est l'inscription dans le registre des mouvements de titres. Mhm. Donc, quand on est en SAS, si on ne met pas l'identité des associés dans les statuts, et il y a un registre des mouvements de titres à jour et suivant, alors bon, la formule papier a peut-être un peu vécu, mais il y a des technologies qui reposent sur la blockchain qui permettent d'avoir quelque chose d'inaltérable aujourd'hui et qui sont là, il y a un vrai enjeu pour être certain que celui à qui on achète des actions est bien le propriétaire de ces actions. Tout à fait. Et juste avant de faire la transition, pour vous dire que ça existe, hein, c'est du concret, puisque nous, on a eu un cas, en effet, ou en tout cas, j'ai connaissance d'un cas comme ça, qui, lors d'un rachat de titres, s'est rendu compte que dans les actionnaires minoritaires, il y avait un actionnaire dont il n'avait même pas connaissance. Et donc, qui s'est réveillé le lendemain de l'acquisition en disant, mais vous savez pas que je suis associé avec vous. Donc, voilà. Donc, l'enjeu est quand même important. Pour la petite histoire, c'était un fournisseur en plus de l'entreprise. Donc l'impact peut être important. Donc voilà, donc cette partie-là, elle est en Mhm. effet. Voilà, on va peut-être passer à la troisième partie qui est la documentation juridique. Là aussi, on sait qu'un process de cession-acquisition, c'est long et il est jalonné d'un certain nombre d'étapes d'un point de vue de la documentation, d'un point de vue des étapes que vous maîtrisez, vous, en tant qu'avocat. Alors, évidemment, il y a plein de choses qu'on peut faire soi-même, hein. Moi, évidemment, j'encourage pas trop quand même les acquéreurs à faire eux-mêmes leurs petits documents juridiques parce qu'il faut rien oublier. Mais voilà, donc là, l'objectif, c'est plus de nous expliquer un petit peu bah, quelles sont les différentes étapes, comment ça se passe pour qu'on y voit plus clair et que moi, en tant qu'acquéreur, demain, je puisse me dire, OK, je veux acquérir une entreprise, comment ça se passe? C'est quoi le début, Gauthier? Alors, oui, alors, en général, mais après, on peut sauter des étapes, mais en général, il y a quatre étapes. D'abord, si il y a une envie d'acquérir et des pourparlers qui commencent, on va, avant toute chose, signer ce qu'on appelle un accord de confidentialité. Alors, vous avez peut-être entendu aussi le terme anglo-saxon NDA, Non-Disclosure Agreement, désolé pour l'accent, ou encore un accord de non-divulgation. Donc, c'est un document juridique, mais donc, en effet, c'est mieux de passer par un avocat, mais vous pouvez, dans un premier temps, si vous souhaitez le rédiger vous-même, qui permettra de protéger les informations confidentielles et donc sensibles euh, du vendeur. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver comme information en général confidentielle? Euh, Ça va être les données financières. Voilà. Est-ce que je peux transmettre mon bilan comme ça à un potentiel acquéreur?
Oui, mais c'est mieux si j'ai d'abord signé un accord de confidentialité pour pas que mon chiffre d'affaires, mon bénéfice, mes marges, les montants de rémunération soient connus par cet acquéreur et, pire, transmises à des concurrents, par exemple. Ça peut être également des informations confidentielles portant sur la clientèle. Même si on ne va pas forcément donner le nom des clients, mais ça peut être la typologie de clientèle ou les potentiels prospects. Ça peut être sur même les contrats commerciaux. Voilà comment ils sont rédigés. Tout ça, pour moi, sont des informations à protéger et donc des informations qui doivent rester confidentielles. On va également mettre dans cet accord de confidentialité la sanction. La sanction en cas de non-respect. C'est ce qu'on appelle, en général, moi, c'est ce que je prévois, je mets des clauses pénales qui indiquent donc, dans ces accords de confidentialité que en cas de violation de cet accord, donc par le potentiel acquéreur, celui-ci sera contraint de verser des dommages et intérêts à son potentiel vendeur. Alors, on peut en fixer le montant. Ça dépendra surtout du montant global de la potentielle cession. Après, il faut savoir que cette clause pénale, elle n'est pas automatiquement appliquée. Il faudra saisir le juge pour dire, voilà, j'ai constaté une infraction dans le cadre de l'exécution de cet accord de confidentialité. L'accord, par exemple, prévoit que si il y a une violation de cet accord, je dois verser 10 000 euros à l'acquéreur. Le juge, parce qu'il s'agit d'une clause pénale, aura la faculté de réviser le montant de cette clause, à la hausse ou à la baisse. Bon, c'est souvent à la baisse plutôt qu'à la hausse. Mais l'objectif, quand on rédige cet accord de confidentialité, c'est qu'il y a aussi un accord moral entre les parties et du fait de cette clause pénale, de faire craindre au potentiel acquéreur qu'en cas de violation, il pourrait voilà, être condamné à de lourds dommages-intérêts. C'est essentiel parce que si on met des obligations mais sans sanction, finalement, ça fait peur à personne et du coup, ça n'a pas trop d'intérêt. Donc, bien sûr, dans cet accord de confidentialité, si vous le rédigez sans l'aide d'un avocat ou en tout cas d'un juriste, il faudra penser à poser sur le papier la sanction en cas de non-respect. Et dernier Concrètement, point, c'est curieux. comment? Et concrètement, ça permet d'éviter aussi les curieux qui viennent juste pour voir parce qu'ils sont mandatés par votre concurrent ou par, voilà, par je ne sais quel. Voilà. Hmm, tout à fait. Et en général, ce qu'on prévoit aussi, alors c'est pas obligatoire, mais c'est mieux, c'est de prévoir que cet accord de confidentialité ait une certaine durée dans le temps. Parce que demain, même si la vente ne se fait pas, il vaut mieux que cette confidentialité demeure. Donc, il vaut mieux prévoir en fait une durée indéterminée, c'est-à-dire que les informations financières et confidentielles qui auraient été transmises, le reste pour toujours, et pas on le limite dans le temps. Donc, en résumé, cet accord de confidentialité, donc, qui est signé avant toute transmission de documents, permet de protéger les informations confidentielles et sécuriser les informations du vendeur. Alors, j'ai parlé de données financières, mais ça peut être aussi des secrets commerciaux ou des secrets de propriété intellectuelle qui pourraient voilà, être soumis à cette confidentialité. Une fois que cet accord de confidentialité est signé, on peut commencer donc à échanger des documents avec la partie adverse, avec l'acquéreur, et s'ensuit normalement assez rapidement une, euh, une lettre d'intention ou encore une fois le terme anglo-saxon LOI, Letter of Intent, or Intention, ça dépend. L'objectif de cette lettre d'intention, c'est que les parties expriment un petit peu ce qu'ils souhaitent dans le cadre de cette session. Elle peut être à l'initiative des deux parties, soit le vendeur, soit l'acquéreur. Alors ça, je ne sais pas. Enfin, Anthony, tu me diras peut-être ton retour là-dessus.
En général, c'est plutôt l'acquéreur qui va dire je souhaite acquérir dans telles conditions. Mais moi, j'ai déjà vu l'inverse, un vendeur qui dit moi, je souhaite vous vendre dans telle condition. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver dans cette lettre d'intention? Bon, bien sûr, les parties qui achètent, qui vendent, et parfois l'acquéreur peut être dans la lettre d'intention, en tout cas, on peut avoir un nom de personne physique avec la condition que voilà, je souhaite, moi, Pierre Payette, acquérir, mais finalement, si on arrive au bout du deal, ce sera la société que je vais constituer qui s'appellera Transacoi. Voilà. Mais dans l'aide d'intention, on prévoit tout ça. On décrit brièvement ce qu'on veut acheter. Donc ça, je reviens au point initial. Est-ce que je veux acheter le fonds de commerce? Est-ce que je veux acheter la clientèle? Est-ce que je veux acheter les titres de la société? Et on va énoncer dans cette lettre d'intention les grandes lignes. Les grandes lignes, c'est d'abord qu'est-ce que j'achète, à quel prix et quand. Voilà les trois, à mon avis, les trois questions principales à se poser. Dans cette lettre d'intention, on peut ajouter, c'est pour ça que je disais au départ que on n'est pas obligé de faire ces quatre documents, on peut insérer une clause de confidentialité ou des clauses portant sur la confidentialité qui pourraient être indiquées dès le départ. Et aussi, ce qui me semble déterminant, qui peut faire aussi l'objet d'un acte à part, c'est un engagement d'exclusivité. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'ai une intention d'acheter ou de vendre et nos pourparlers vont rester exclusifs. Je m'engage pour l'instant à discuter avec vous pendant un mois, 2 mois et que avec vous et pas avec quelqu'un d'autre pour pas qu'il y ait deux discussions qui soient mises en parallèle. Cette lettre d'intention, elle a aussi une durée en général, hein, comme l'accord de confidentialité, mais là, ça va être une durée déterminée. Bien sûr, si vous êtes vendeur, vous n'allez pas vouloir discuter pendant 3 ans avec un potentiel acquéreur. Donc, on va limiter cette durée, et si le deal ne se fait pas au bout de 3, 4 mois, bon, bah stop, on passe à autre chose. On va bien sûr préciser aussi dans cette lettre d'intention s'il y a des conditions suspensives. Je pense principalement à la condition qu'on retrouve quasiment dans tous les contrats de vente, c'est le financement. OK, je suis prêt à acheter à tel prix, mais par contre sous réserve que j'obtienne un financement bancaire. Ça, on va le préciser dans la lettre d'intention. Enfin, Merci. dernier point. Comment? C'est très complet, la lettre d'intention. Enfin, on va préciser, ou on peut préciser, si cette lettre d'intention, elle est engageante ou non engageante. C'est-à-dire, est-ce que c'est une lettre d'intention, mais qui va pouvoir être modifiée, les termes et les conditions vont pouvoir évoluer au fur et à mesure de l'audit ou des discussions, ou est-ce que c'est engageant, c'est ferme et définitif? Je vous dis que c'est tel prix et dans telles conditions, et ça ne changera pas. Ça, on peut l'indiquer également dans dans la lettre d'intention. Une fois que cette lettre d'intention elle est signée, on enchaîne normalement sur un troisième document qui est la promesse, promesse de vente. Alors cette promesse, bon, je vais laisser peut-être la parole à Anthony. Elle peut être synallagmatique, c'est-à-dire que c'est une promesse des deux parties. Les deux parties promettent l'un d'acheter, l'autre de vendre, ou unilatérale. Juste l'acquéreur s'engage promettre d'acheter, ou le vendeur, lui, s'engage à vendre. Anthony, je te laisse la parole sur ça et sur la suite du process juridique au niveau de la documentation. Merci Gauthier, c'était très complet. Merci Gauthier. Effectivement, alors je vais prendre rapidement la suite puisque tu as quand même beaucoup déjà donné de précisions. Donc, comme tu disais, la promesse, donc, elle est synallagmatique ou unilatérale. Alors, une synallagmatique, c'est un gros mot pour dire que chacun s'engage à acheter, l'un à acheter et l'autre à vendre. On peut appeler ça aussi protocole, on peut appeler ça, voilà, il y a plein de dénominations. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est le point où tout va se nouer pour déterminer les conditions très précises dans lesquelles la vente va se faire. C'est dans l'équivalent dans la vente immobilière du compromis. La lettre d'intention que vient de vous décrire Gauthier, ce serait un peu l'acceptation de l'offre. Là, la promesse ou le protocole, c'est un peu le compromis.
Donc, c'est là où chacune des deux parties va signer le document en disant à quoi il s'engage. Et donc là, on va commencer à rentrer vraiment dans tous les détails de la transaction. Donc, le prix en général, il aura déjà été convenu, bon, à savoir effectivement s'il est encore à ce moment-là révisable ou pas. On va déterminer ce prix, comment est-ce qu'il va être payé. Donc, est-ce qu'il va être payé comptant? Est-ce qu'il va être payé en plusieurs fois? Donc, ce qu'on appelle un crédit vendeur. Est-ce que c'est un prix qui est composé d'une seule, donc un prix en une seule fois, ou alors est-ce qu'on peut mettre en place ce qu'on appelle une clause de complément de prix, qu'on appelle aussi clause de earn-out, donc où une partie du prix sera indexée sur les résultats futurs de l'entreprise. Voilà. Là, il y a tout ce travail de définition précise du prix et des modalités de paiement qui est à déterminer. Dans les conditions, donc Gauthier a mentionné, on va déterminer quelles sont toutes les conditions suspensives. On va leur donner un terme, ces conditions suspensives. Évidemment, par exemple, pour l'obtention du prêt, il faut donner quelque chose d'assez raisonnable. Donc là, il faut faire attention notamment pour l'obtention d'un financement bancaire, à faire une clause qui soit relativement précise. On va indiquer, par exemple, l'obligation de déposer deux demandes de prêt, par exemple. Pourquoi pas qu'une seule? Parce que l'acquéreur qui finalement voudrait se rétracter, qui a un banquier peut-être un peu complaisant, il va lui demander de lui faire une attestation de refus de son dossier et il va comme ça pouvoir se dégager de son compromis. Donc on va demander minimum de déposer deux dossiers. On va demander de le déposer dans un certain temps. On va laisser un certain délai pour obtenir une réponse. Et aussi, alors, il y a quelque chose qu'on va fréquemment stipuler quand même là-dedans, c'est le taux maximal auquel l'acquéreur est prêt à emprunter. Puisque s'il dit, moi, je suis d'accord pour réaliser l'opération jusqu'à un taux de 5% et que le banquier lui fait une offre à 5,5, eh bien, il se retrouve là aussi Dégagé. il se retrouve dégagé puisque la condition est défaillante. Donc ça, c'est la principale condition. Après, on peut en trouver d'autres, comme vous l'aviez mentionné tout à l'heure, par exemple l'obtention de renouvellement d'un certain nombre de contrats. Mais ça peut être voilà, n'importe quelle condition qui a un rapport avec l'activité de l'entreprise, qui a un rapport avec la situation du vendeur, avec la situation de l'acheteur. Donc là aussi, c'est du sur-mesure. Il faut se faire accompagner pour qu'on ait des conditions qui prennent vraiment en compte les impératifs de chacun. Euh, alors, notamment dans les sessions de fonds de commerce, on va mettre l'absence de d'exercice du droit de préemption. Voilà, parce que dans le fonds de commerce, on peut, alors je crois qu'à La Réunion, aucune commune pour l'instant ne l'a institué, mais il faut que le droit de préemption ne soit pas exercé. Voilà. Oui. Donc ça, c'est toutes les conditions suspensives qu'il va falloir intégrer. Après, on a d'autres conditions qui sont d'autres points à trancher dans ce document qui sont importants, qui vont être par exemple les modalités d'un éventuel accompagnement du repreneur par le cédant. Donc là, on va déterminer quelle sera la mission exacte du cédant. Est-ce qu'il va intervenir à temps plein pendant un mois ou est-ce qu'il va intervenir ponctuellement pendant un peu plus longtemps? Est-ce que sa mission, elle sera gratuite ou est-ce qu'elle sera rémunérée? Sous quelle forme? Voilà, tout ça, c'est des choses qu'on va commencer à inscrire dans ce protocole ou protocole compromis. Autre point important, éventuellement de mettre une clause de non-concurrence. Voilà, que évidemment le vendeur vende vraiment, c'est pas pour aller se réinstaller, recréer la même activité 6 mois plus tard à côté. Donc là aussi, il faut la limiter dans le temps, dans l'espace. Donc ça, il faut la rédiger de manière très précise. Et je reviens sur ce dont on vous a un petit peu déjà parlé, c'est la garantie d'actifs et de passifs. Donc ça, c'est une clause qui est très importante lorsqu'on fait une cession de titres, puisque vous allez valoriser et donc déterminer le prix de cession de l'entreprise ben, en grande partie en fonction de ce qui va apparaître au bilan. Alors,
notamment en bilan, mais il y a aussi un certain nombre d'éléments hors bilan. Qu'est-ce que c'est une garantie d'actifs et de passifs? C'est quelque chose qui se fait en deux temps. Le premier temps, on va garantir que chaque élément qui compose la société, chaque élément de son actif, chaque élément de son passif, et aussi tous les éléments hors bilan. Alors, tous les éléments hors bilan, c'est par exemple d'avoir consenti des sûretés, d'avoir consenti des contrats spécifiques qui n'apparaîtront pas dans le bilan. On va garantir, le vendeur va garantir à l'acheteur que tous ces éléments sont bien conformes à ce qu'il lui a déclaré. Et donc là, on va passer en revue tous les éléments. Donc là, moi, j'invite vraiment à faire des clauses de garantie d'actifs et de passifs très détaillées, où on va passer en revue. On va dire, l'actif, il se compose de ça. Le passif, il se compose de ça. Les principaux contrats sont ceci, cela, cela. Ils sont toujours en cours, ils sont réguliers. Les salariés, ce sont ceci, cela. Il ne leur reste rien. Il n'y a pas d'action en cours. Voilà. Vraiment passer en revue tout ce qui compose la société pour vraiment bien définir le périmètre. La deuxième partie, ça va être de prévoir qu'est-ce qui se passe si, postérieurement à la cession, il se révèle qu'un de ces éléments est inexact. Et ce qui va se passer, c'est que le vendeur va devoir compenser donc soit une insuffisance d'un actif, soit un nouveau passif qui va se révéler. Donc pour ça, cette deuxième partie, elle aussi, elle doit être très précisément rédigée, puisqu'on va prévoir notamment les délais dans lesquels une éventuelle non-conformité doit être notifiée au vendeur, les délais dans lesquels le vendeur lui-même doit répondre à cette notification. On va devoir prévoir, par exemple, s'il y a un contentieux qui se révèle, est-ce que le vendeur peut être amené à participer lui-même à l'action qui sera engagée. Et on va prévoir encore plusieurs choses. C'est la durée dans laquelle cette garantie va jouer, puisqu'évidemment, il ne s'agit pas qu'elle soit illimitée, puisqu'on va considérer qu'au-delà d'un certain temps, les faits nouveaux qui vont pouvoir se révéler ne seront plus imputables au vendeur. Donc là, c'est un élément à négocier, 2, 3, 4 ans. Ce sont des choses qu'on négocie. Et on négocie un plancher et un plafond, puisque le principe, c'est que dès qu'il y a un décalage de 10 euros, on ne va pas non plus aller mettre en œuvre la garantie auprès du vendeur. Et dans l'autre sens, si vraiment il y a quelque chose qui est un montant excessif, il ne faut pas que le vendeur ait à payer quelque chose qui soit sans rapport avec le prix qu'il aura reçu. Donc ça, ce sont les éléments auxquels on doit vraiment porter attention. On peut parfois demander ce qu'on appelle la garantie de la garantie, puisque vous, si vous avez une garantie contre votre vendeur, mais que votre vendeur n'est plus solvable, vous aurez du mal à récupérer quoi que ce soit. Donc on peut demander une garantie de garantie, un nantissement, une hypothèque, un cautionnement. Voilà, ça, si vous avez des doutes sur le fait que votre vendeur sera solvable d'ici 2 ou 3 ans, on peut mettre en place cette garantie de la garantie pour garantir l'efficacité de cette clause de garantie d'actifs et de passifs. Ça, c'était donc on en était au troisième document. Le quatrième, c'est l'acte définitif de cession. Là, en fait, on peut aller très très vite dessus puisque l'acte de cession, en fait, on resignera quasiment la même chose que la promesse. Simplement, on enlèvera évidemment les conditions suspensives puisqu'elles seront réalisées, mais dans un acte définitif de cession, on ne change rien puisque tout a été déjà figé au moment de la rédaction de la promesse d'achat. Donc, lors de l'acte définitif, là, si on refait le parallèle avec l'immobilier, c'est la signature chez le notaire, l'acte réitératif. Et donc, à partir de ce moment-là, la vente est pleinement réalisée et on peut sortir le champagne. Exactement, tant mieux. On est arrivé au bout de l'opération qui dure, on a compris pourquoi ça durait assez longtemps.
Euh, et juste avant de conclure, tu parlais de garantie d'actifs et de passifs. Alors évidemment, c'est primordial, mais là aussi parce qu'on a le cas fréquemment, c'est-à-dire que le cédant, là je me mets du côté acquéreur, le cédant qui ne veut absolument pas signer de garantie d'actifs et de passifs parce qu'il vous dit que sa boîte est super belle et qu'il n'y a aucun danger, fuyez. Euh, bah, c'est vraiment là un conseil pratique, mais fuyez parce que par principe, encore une fois, ce qu'il faut bien comprendre, et pour revenir sur tout ce qu'ont dit en effet Gauthier et Anthony, la garantie, elle est là aussi pour garantir des choses, pas forcément des faits délictueux, quelque chose que le cédant aurait voulu cacher, c'est peut-être des choses qu'on ne savait pas au moment de la vente. Donc ça a aussi cet intérêt-là. Donc si le cédant, lui, vous dit non, non, moi, ma boîte, elle est super belle et vous faites une très belle affaire, mais par contre, zéro garantie d'actifs et de passifs, c'est inacceptable, à mon sens. Voilà. Donc voilà. Bah écoutez, merci à vous. On a dépassé un petit peu le temps, mais vous aviez encore plein de choses à dire, je suis sûr. Donc on va passer, s'il à moins que vous ayez encore des petites choses à rajouter, mais sinon on va passer peut-être à des échanges, des questions-réponses. Donc, parmi les participants, soit, alors on avait une question tout à l'heure, mais on y a répondu. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à nous les partager sur le chat ou sinon à nous interpeller en direct. Et je suis sûr que Gauthier et Anthony vont pouvoir y répondre. Est-ce qu'il y a des questions des participants? Oui, Grégory. Une petite question. Alors, dans le cas d'une très belle boîte et avec aucun problème, on peut demander une garantie d'actifs et passifs. Est-ce qu'il y a un pourcentage par rapport au prix de vente qui se tient ou est-ce que c'est vraiment au cas par cas? Est-ce que Je te quelqu'un... laisse répondre, Anthony, c'était ta partie sur la gap. C'est au cas par cas. C'est au cas Ok. par cas. C'est pas parce qu'on vous dit qu'il n'y a aucun problème qu'il va falloir nécessairement fixer un plafond trop bas. Là, ça fait vraiment partie de la négociation, hein. C'est en fonction du prix qu'on y met, plus le prix est important et plus on garantit quelque chose avec une consistance réelle. Donc normalement, le vendeur qui vous met en avant des éléments qui justifient un prix important doit être en mesure de les justifier. Donc, il n'y a pas de raison d'aller au rabais. C'est important ce que dit Anthony, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une corrélation entre le prix aussi définitif et le contenu de cette garantie d'actifs et de passifs. Évidemment, si le cédant ne souhaite pas avoir une garantie d'actifs et de passifs trop importante, trop contraignante pour lui à la fois dans le temps et dans l'engagement en termes de montant, ça veut dire que de l'autre côté, côté acquéreur, ok, mais dans ce cas-là, en effet, moi, je vais peut-être mettre un prix un peu moins important sur l'opération parce que de l'autre côté, je ne suis pas sur garantie. Donc voilà. Donc après, il n'y a pas de règle, il y a des usages malgré tout sur les durées par rapport à des prescriptions fiscales, sociales déjà en termes de durée. Et sur les montants, après, ça dépend vraiment de l'opération. Oui, alors ce que j'ai pas dit, c'est que quelle que soit la durée qu'on va choisir pour les éléments de droit commun, de toute façon, pour les éléments fiscaux et sociaux, on se calque sur la durée de reprise des administrations fiscales et sociales, de toute façon. Et- mais voilà, le contenu, enfin l'étendue de la garantie, c'est quelque part un élément de négociation du prix. On a une deuxième Merci. question. On a une deuxième question sur les frais de mutation. Sont-ils les mêmes si on vend un fonds de commerce ou des parts sociales? Qui s'en charge? Qui nous parle de frais de mutation? Un sujet passionnant. Alors, ben, Oui, ouais, vas-y. alors, Ouais, vas-y, c'était ta partie également. si on est sur des parts sociales, donc SARL, oui, globalement, il y a une assimilation entre les deux. Là où il y a une différence, c'est si on est sur SAS. des actions, donc des actions de SAS, où là, donc, pour être très précis, quand on est en fonds de commerce ou en SARL ou URL, on a donc un abattement. Alors on dit abattement, mais ce n'est pas vraiment un abattement, c'est qu'entre 0 et 23 000, on n'est pas taxé. Entre 23 et 200, on est à 3%, et au-delà de 200 000 euros, on est à 5%. Sur les cessions d'actions, donc de toutes les sociétés par action, SAS et plus rarement SA, on est à 0,1%, mais dès le premier euro. Donc évidemment, il y a des techniques pour minorer
les droits de mutation qui sont dus, qui sont de transformer votre SARL en SAS la veille de la cession. Ça s'est beaucoup fait. L'administration fiscale est un peu plus regardante sur ce genre d'opération aujourd'hui, puisqu'il y a un outil de répression fiscale là-dessus qui existe, qui est l'abus de droit, qui a été récemment assez étendu. Et donc, si vous ne pouvez pas expliquer autrement cette transformation que par la volonté de payer moins d'impôts, mais là, vous risquez le redressement. Et j'ajoute aussi une petite chose, si la SAS est à prépondérance immobilière, bon, ce qui peut être assez rare, on est plutôt sur une SCI, mais ça peut arriver. Dans ce cas-là, on n'est pas à 0,1, mais on est à 5%. Donc, c'est une petite particularité sur la prépondérance immobilière. Donc, il y a des différences, pas tellement fonds de commerce SARL, mais en revanche, en effet, fonds de commerce SARL et SAS de l'autre côté. Il n'empêche que pour être très clair, nous, on a fréquemment des demandes aussi de nos candidats à la reprise de nous dire, OK, dans les clauses suspensives, dès que je m'intéresse à l'opération, j'aimerais bien que la société soit transformée en SAS avant la reprise pour telle et telle raison. Évidemment, l'aspect fiscal est une des raisons. Ah ouais, il faut que ce soit une des raisons. Si c'est la seule raison, J'insiste. alors, Des raisons. il peut y avoir d'autres raisons, notamment de réorganisation Tout à fait. du management, du top management. Voilà, ça peut se faire, mais si la seule raison c'est d'éluder l'impôt, ça ne va pas tellement Voilà, faire à donc l'administration on fiscale. tâchera de trouver d'autres motifs. Mais ça fait partie parce que vous imaginez bien que sur une opération, je dis n'importe quoi, mais à 1 million, ben, 3 ou 5% d'un million et de l'autre côté 0,1%, l'impact est quand même significatif. Mhm. Voilà. Est-ce qu'on a répondu? Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, encore quelques petites secondes, n'hésitez pas. Parfait. Bah, écoutez, il semble que ce soit tout pour aujourd'hui. Eh ben, écoutez, merci en tout cas, merci à tous les participants hein, d'avoir été là, pour ceux qui nous ont écoutés avec attention, qui ont posé des questions. J'espère franchement, mais je pense que Gauthier et Anthony ont su répondre à pas mal de questions qu'on pouvait se poser, à la fois sur l'aspect audit, on l'a bien vu, qui est quand même fondamental, hein. Et évidemment, l'audit social, mais pas que, l'audit des contrats, l'audit juridique du point de vue du droit des sociétés d'une manière générale. Donc, c'est vraiment des incontournables pour certains liés aux sessions de titres et pour d'autres, quel que soit le périmètre de session. Et puis aussi, évidemment, sur le parcours. Et là aussi, je pense que ça permet de mieux comprendre que sur ce parcours de session-acquisition qui est long, hein, qui dure entre 6 mois et 1 an, ou même peut-être 1 an et demi pour certaines opérations, au fur et à mesure, on a des documents juridiques, des indispensables, et que tous ces documents juridiques doivent être rédigés au mieux pour éviter, encore une fois, des deux côtés, et encore une fois, c'est vraiment pour sécuriser à la fois le cédant et à la fois l'acquéreur. Alors, on a une petite question. Est-il possible d'avoir vos coordonnées? Oui, bien sûr. Euh, Il est prévu. On va avoir une réponse tout de suite. Voilà. Mais oui, bien sûr, pas de souci. Donc voilà. J'espère qu'on a répondu encore une fois au maximum de questions. Évidemment, Gauthier et Anthony sur la partie juridique sont là, je pense, pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas, on va vous donner leurs coordonnées dans un instant. Euh, alors, donc vous avez dans un premier temps dans le chat, en effet, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc on commence par nous. C'est les coordonnées de Transacoi. Donc, en effet, n'hésitez pas, vous pouvez nous appeler. Et puis, dans le même temps, en effet, nous sommes en train de vous préparer les coordonnées de Gauthier. Alors, sinon, peut-être que Gauthier et Anthony, vous pouvez peut-être déjà les donner par oral, ça ira peut-être plus vite. Oui, mais Gauthier, je vais mettre dans le chat mon dans le numéro de chat, vas-y, téléphone si vous avez besoin. vas-y, vas-y.
Mais je peux peut-être mettre Vas-y. la mienne. Vas-y, c'est à tout le monde, donc tu peux y aller. Ok. Avec grand plaisir pour répondre à vos questions ou pour vous accompagner sur une reprise. Voilà, n'hésitez pas. Alors, c'est vrai que j'ai assez peu présenté Transacoi au départ. Donc, nous, on est un intermédiaire, en effet, en session acquisition. Donc, nous sommes des généralistes qui allons de l'accompagnement, la valorisation et l'accompagnement pendant tout le process. Mais encore une fois, on peut vous accompagner sur le process et évidemment, si, euh, avec même des rendez-vous avec Gauthier et Anthony, il y a pas de souci. Euh, donc voilà. Oula, c'est pas bon ça. Ah oui. Tu veux quoi? Vas-y, tu veux ton thème? Ouais. Combien? 0692, Ouais. 433, 433, 466. 466. Voilà, donc pour Anthony, vous avez les coordonnées ici. Oui, bien. Alors, je finis avec, pour Anthony, en effet, vous avez son adresse mail contact@ag-du6avocat.com et le 06 92 433 466. Gauthier nous a donné ses coordonnées aussi, donc gthierry@thierryavocat avec un s.com, son téléphone 06 92 30 00 96. Et je réponds enfin à une dernière question qui nous est posée. Proposez-vous également un accompagnement pour les repreneurs en recherche de cible? Oui, bien évidemment. Nous avons, nous, un portefeuille d'entreprises à céder. Donc, si vous êtes en recherche, peut-être on a déjà la société qu'il vous faut. Et puis, si on ne l'a pas, éventuellement, on peut se mettre en recherche. Donc, oui, évidemment. Et de la même façon, n'hésitez pas à nous contacter. Ce sera avec plaisir. Voilà. Bah, écoutez, merci à vous tous. Merci de nous avoir suivis un petit peu plus longtemps que prévu. Donc, c'est pour ça que je vais faire vite pour la fin. Anthony, Gauthier, peut-être un dernier mot si vous avez quelque chose à rajouter. Et voilà. Moi, je renouvelle mes remerciements pour l'équipe de Transaccueilli pour avoir fait participer à ce webinaire. Et puis, voilà, bonne journée à tous. Merci, Gauthier. Ben, écoutez, pareillement, merci pour l'organisation. Merci à tous les participants de nous avoir suivis. Et donc, effectivement, à disposition pour échanger sur vos projets. Oui, bon projet à vous, que ce soit des cessions, des acquisitions, des rapprochements, des investissements. Enfin, voilà, encore une fois, je pense que nous sommes tous à l'écoute chez Transac et en effet, Gauthier et Anthony pour des points de vue un peu plus spécialisés juridiques, mais n'hésitez pas, ce sera avec plaisir. Voilà, bonne journée à tous. Et puis, bah, écoutez, merci beaucoup. Nous reviendrons vers vous de toute façon, puisqu'on a vos coordonnées rapidement, je pense. Voilà. Merci à vous.